Comment adapter votre magasin à l'ère du commerce connecté? On en parle ici même en direct, en public, depuis le plateau télé de VADConnext 2014, en compagnie de nos experts, mais aussi de nos praticiens. Il n'y aurait pas de commerce 360 sans la volonté commune de la Chambre de commerce et de la ville de Lille. Mesdames et messieurs, c'est donc tout naturellement que je vous incite à accueillir très chaleureusement Alain Flippo, le président de la commission commerce à la CCI Grand Lille. Mesdames et messieurs, Alain Flippo. Oui, bon, restons calmes. Bonsoir Alain, merci d'être avec nous à la tribune. Merci pour cette standing ovation. Mesdames, Messieurs, c'est avec plaisir que je vous retrouve pour la deuxième édition donc, de Commerce 360, cette année au sein de VAD, mais toujours avec les mêmes partenaires, la ville de Lille, MLG, la CCI Grand Lille. Merci à la ville de Lille d'être présent avec Christian Crindal. Je remercie aussi Marc-Lionel Gâteau de MLG. Commerce 360 au sein de VAD-Connex, c'est le commerce pluriel. Aujourd'hui, il devient même multicanal. Toute la journée, les commerçants ont pu découvrir les applications des solutions mises en avant par des partenaires de Commerce 360. Je tiens à les en remercier car ils contribuent à la modernisation du commerce. Le commerce innove, se réinvente. En période de changement, voire en période de crise dans notre société et dans la consommation, nous devons trouver de nouveaux leviers de croissance. VAD-Connex et Commerce 360 sont les lieux d'échange, d'information, d'expérimentation, aussi de mise en application. Il faut imposer une vision nouvelle du commerce et retravailler la boutique, qu'elle soit physique ou virtuelle. Le commerce connecté est inscrit dans l'univers du consommateur et nous devons apporter une réponse, une offre connectée dans nos boutiques. Une offre connectée qui permettra également de garder toute la place de la relation client, à l'amplifier, mais également permettra le maintien d'une relation de proximité avec notre client. Dans ce paysage, le point de vente a toute sa place, mais il doit se réinventer, se théâtraliser, être un lieu d'expérience et d'éveil aux 5 sens. C'est à ce stade qu'intervient le design. Travailler les usages, les sensations pour capter l'intention du client. Gérard Lézé, notre expert en marketing, design et création, nous fait le plaisir de nous entretenir de l'évolution des usages, du design, ou comment adapter votre commerce à l'heure du commerce connecté. Il vous en dira davantage dans quelques minutes. Encore un grand merci à vous tous d'avoir pris la peine de venir ce soir, d'affronter pour quelques-uns les gros éternels embouteillages de Lille. Et maintenant, place à notre expert. Alors l'expert, c'est dans quelques instants. Merci en tout cas Alain Flippo, mesdames et messieurs. Alain Flippo. Et j'appelle tout de suite Christian. Christian, venez vite me rejoindre. Christian Crindal, co-organisateur de cette soirée et qui nous fait le plaisir d'être à la tribune. Bonsoir, mesdames et messieurs. Christian Crindal de la ville de Lille, s'il vous plaît. Merci à cette assistance nombreuse pour son soutien. Merci à Marc-Lionel Gâteau, merci à Alain Flippo. Monsieur Lézé, nous allons vous écouter bien entendu avec intérêt. Je ne vais pas retarder longtemps votre intervention. Simplement quelques mots pour marquer symboliquement la participation de la ville de Lille à cet événement, en vous priant d'excuser d'ailleurs l'élu au commerce Xavier Bonnet qui est retenu par une autre réunion prise de longue date et à laquelle il n'a pu se soustraire. On a dit déjà beaucoup de choses, Alain l'a souligné, sur l'importance de l'adaptation des points de vente. Vous allez bien entendu souligner encore ces enjeux. Ça fait déjà quelques années qu'avec MLG et la Chambre, dans le cadre de notre plan local d'action pour le développement du commerce, on a souhaité effectivement trouver l'occasion de montrer des méthodes pratiques pour des commerçants avec des investissements, ma foi, limités. Encore faut-il faire les bons choix. C'est sans doute ce que peut permettre de déceler les jurys auxquels certains d'entre vous se sont livrés aujourd'hui. Et je pense que c'est une expérience intéressante en quelques minutes d'avoir ce qu'on appelle aujourd'hui le pitch, ou en tout cas le synopsis d'une intervention pratique très ciblée qui peut conduire à soutenir le commerce dans
les moments un peu difficiles qu'il connaît aujourd'hui. Et cette adaptation, évidemment, est totalement vitale. Et à propos de commerce connecté, et pour conclure, je vous invite à vous rapprocher du site de la ville, mairie-lille.fr, sur lequel il y a désormais un portail commerçants et artisans, sur lequel d'ailleurs on ne trouve pas que des questions réglementaires, puisque c'est souvent comme ça qu'on perçoit les collectivités, mais on y trouve aussi des éléments sur la manière dont on doit aborder son bail commercial. On tenait d'ailleurs ici, il y a un mois, une conférence sur le sujet avec des experts, avocats d'affaires, experts en immobilier commercial, et Dieu sait qu'il y a encore beaucoup de choses à dire sur cette question. Sur la question aussi de l'accompagnement à la rénovation des commerces dans les quartiers en difficulté. On a monté avec l'État un FISAC sur ces questions, donc n'hésitez pas à vous rapprocher de ce portail commerçants et artisans sur le site de la ville de Lille. Merci à vous. Merci Christian Crindal, merci Alain Flippo, merci pour votre soutien pour cette initiative qui s'inscrit dans la durée. Alors, Gérard Lézé, maintenant le micro, la scène est à vous. 49 minutes pour nous faire découvrir tous ces enjeux. J'ai l'œil sur la montre, je reviendrai tout à l'heure. Et pour les questions pratiques, pour que chacun ait bien les idées en tête, à la fin de notre intervention, il y aura également le pot de l'amitié, l'occasion de prolonger les échanges. Et ça se passera juste à côté, sur la zone restauration. Ça, c'est dans 49 minutes. Gérard, le micro est à vous. Mesdames et messieurs, Gérard Lézé. Merci. Simplement, mes visuels, ils sont visibles où? Là. Ah, parfait. En face de vous, là. Ah, c'est parfait. Oui, non, mais je pensais au public. C'est bon. Merci. Ravi d'être parmi vous ce soir pour un sujet effectivement passionnant, tout à fait d'actualité. Cette notion de connectique et d'objets connectés au sens général, ça intéresse bien sûr le commerce, mais en fait, ça va intéresser tous les lieux de vie. Et en particulier dans votre domaine, puisque si on parle de commerce, on parle de relations. Et si on veut faire du commerce, il faut avoir de plus en plus de relations. Et donc, en même temps, j'aurais tendance à dire au préalable, faites attention à la gadgetisation. On a connu la première génération de la domotique, ça a été un pur fiasco, les ingénieurs eux-mêmes l'ont dit. Donc, faites en sorte que ces outils soient accessibles, compréhensibles par tout usager, quel qu'il soit, du plus jeune au plus âgé. Ça, c'est le préalable. Je dirige un organisme qui fonctionne comme un centre de recherche et développement destiné aux petites et moyennes entreprises qui n'ont pas les moyens de s'offrir des grands centres comme peuvent le faire des boîtes comme Renault, SEB et autres. Spécialisé dans le domaine de l'aménagement et de l'ameublement des lieux de vie, quels qu'ils soient, domestiques, bureaux, lieux de loisirs comme l'hôtellerie et restaurants, les commerces bien sûr, et les lieux publics, les centres commerciaux, les gares, le mobilier urbain nous intéresse évidemment. La ville connectée est un vrai sujet partout et d'avenir. Et nous avons comme particularité de révéler les jeunes talents du design en faisant la sortie des écoles. Nous suivons l'activité de 30 écoles en France, de 10 à l'étranger. Et nous avons un outil unique au monde qui est de financer le prototypage de projets pour permettre à ces jeunes créatifs de rentrer plus facilement en relation avec le tissu de la production, quel qu'il soit. Philippe Sark a été carte blanche via en 82. Après, des noms se sont succédés comme Christophe Pilet, les frères Boroulec, Nathalie Crasset, plus récemment Philippe Nigro, qui est aujourd'hui le directeur artistique de Hermès. Et aujourd'hui, nous avons donc financé plus de 468 projets et attribué 65 bourses de recherche pour des jeunes designers qui aujourd'hui ont une reconnaissance internationale. Donc ça, c'est le rôle de cet organisme que j'ai l'honneur de diriger et dont je suis très fier. Je fais un petit coup de cocorico, même les Italiens nous envient. Ils me demandent tous les ans de créer un VIA à Milan. Donc, vous voyez, mais maintenant les Chinois aussi, pays que je fréquente depuis 83 tous les ans et que je vois évoluer grandement. Alors, pour rentrer dans le sujet du jour, en fait, j'aime bien, en tant que spécialiste de prospective, rentrer dans le contexte. C'est pas le tout de dire, voilà, vous avez un salon avec des tas d'outils qui sont à votre disposition, mais ça va se placer comment et ça va rentrer dans quel contexte? Bon, vous êtes d'accord, vous vivez cet instant, ça dure et ça va durer encore longtemps. Je pense qu'il y en a pour une génération, donc il faut être solide. Il faut comprendre que nous sommes
sorti de 50 ans de tous les progrès, en même temps de tous les excès, et qu'il faut revenir à certains équilibres. Mais vous avez compris là aussi, en tant que professionnel, que freiner un paquebot, c'est pas simple. Retrouver des niches de croissance, c'est pas simple. Et bien évidemment, il faut faire confiance à tous les progrès scientifiques, progrès technologiques, progrès humains, sociétal, et pour que, en fait, on puisse surfer avec ces évolutions. Et le commerce, de base, c'est un outil d'adaptation aux évolutions de notre société. Alors, pour fixer le décor, vous aurez compris que nous sommes rentrés dans ce qu'on appelle la civilisation de l'intelligence. Et aujourd'hui, tous vos clients, tout un chacun, est plus intelligent qu'hier, a plus d'accès à la connaissance. Et si vous regardez les jeunes générations, vous avez pu remarquer à quelle vitesse ils vont. Ce n'est pas la même connaissance que notre génération et bien sûr que la génération précédente, mais c'est une connaissance extrêmement vive. Et il ne faut pas croire qu'ils sont moins intelligents qu'avant. Ce n'est pas parce qu'ils ne savent pas réciter l'étape de multiplication à l'endroit et à l'envers qu'ils sont moins intelligents. Mais il y a une vivacité d'esprit et surtout quand ils sont face aux nouvelles technologies, vous avez pu voir à quelle rapidité ils comprennent. Nous sommes également dans la civilisation des nanotechnologies, des nanobiotechnologies. Là, vous avez une invention récente créée par un laboratoire belge, donc c'est pas loin d'ici, de ce premier microprocesseur souple qui va permettre de sortir des produits enfin ergonomiquement viables. Vous avez pu remarquer que vous avez tous un téléphone mobile, vous avez pu remarquer qu'il est plat, votre visage est rond. D'ailleurs, je vous rappelle au passage qu'il n'y a pas un angle droit dans le corps humain et que lorsque vous avez un designer qui vous fait un fauteuil cubique, il se fout de vous, il faut le dire. C'est la raison pour laquelle on vend autant de coussins, puisque le coussin, pour moi, est un signe d'inconfort. Donc, c'est un élément de compensation. Là, vous allez avoir un téléphone complètement souple, qui a en plus un aspect organique, puisqu'il est revêtu de silicone et que le silicone a l'aspect de la peau humaine. Donc, thermiquement, il sera chaud quand vous serez chaud et vous pourrez le manipuler, comme sur l'image, sans problème. On arrive dans l'ère du robot. Demain, vous pourrez avoir chez vous un robot qui fait le ménage, qui prépare vos repas. C'est déjà le cas au Japon, où vous savez que compte tenu du manque de personnel, vous avez des robots qui délivrent les médicaments dans les hôpitaux, qui conversent avec des gens qui sont atteints d'Alzheimer, qui peuvent même les masser. Et on sait que c'est un atout considérable pour ces personnes. Ça crée aussi une époque où le virtuel et le réel vont fusionner. Et d'ailleurs, dans vos points de vente, il faut bien s'attendre à ce que les murs s'animent, les vitrines s'animent. Or, vous avez pu comprendre que la vitrine, c'est votre première carte de visite. Quand on est commerçant, refaire ses vitrines très fréquemment, c'est un atout majeur. C'est en même temps difficile, dans certains cas. Or, avec des images qui bougent, c'est un phénomène d'attraction dans la rue qui est phénoménal pour attirer le chaland. C'est également des outils de simulation qui vont se mettre en place, bien sûr, dans l'industrie, quand par exemple vous avez une cabine de prototypage en réel en 3 dimensions comme ici. Aujourd'hui, dans une compagnie comme Renault, vous pouvez dessiner une voiture à l'échelle 1 sur un écran, corriger tous les détails d'un rétroviseur, d'un pare-choc qui est corrigé immédiatement en temps réel et donner des instructions à une machine de prototypage rapide pour faire le prototype. C'est ça. Alors demain, on vous dit les gens vont pouvoir accéder à une imprimante 3D pour être eux-mêmes créateurs. Tout le monde rêve d'être un créateur et de faire soi-même son objet. Bon, soyons simples. Je pense que vous le ferez peut-être une fois, pas deux. Faisons confiance aux professionnels dans ce domaine comme dans d'autres. Mais néanmoins, effectivement, tout ce qui est du domaine de l'impression 3D et de la fabrication d'objets uniques, personnalisés, va venir compléter ce dispositif chez chacun d'entre nous en fonction de sa volonté. Et puis, c'est une civilisation connectée. Vous l'êtes déjà, beaucoup. Les jeunes, encore plus que vous, sur tous les réseaux sociaux, mais pas que. Et d'ailleurs, il faut savoir que cette génération qui monte, qu'on éduque avec ces outils, ce qui n'est pas le cas de ma génération. Moi, j'ai connu les objets première génération dans les années 90. Donc, je suis de la génération papier-crayon. Et aujourd'hui, ça va très vite. Mais pour ces jeunes, vous voyez, par exemple, on a une étude récente démontre que 72% des parents sont d'accord pour que leur bébé, au plus jeune âge, utilise des tablettes. C'est vous dire les conséquences que ça va avoir dans le futur en ce qui concerne justement cette relation au monde extérieur. Sachant que cette génération, d'ores et déjà, peut être connectée 5 fois simultanément aujourd'hui. Donc, vous voyez que ce n'est pas, là encore, un unique canal qui pourrait les intéresser, mais de multiples canaux, et il faut en jouer.
Civilisation urbaine, 80% de la population mondiale va être urbaine dans un délai de 2050, y compris dans les pays développés. Donc ça nécessite là aussi des connexions, des problèmes de transfert de population, des lieux de résidence ou lieux de travail, avec tout ce qui est du domaine de la facilitation. Civilisation mobile, vous le vivez vous-même. Mobilité, là aussi vous avez des objets connectés qui vous guident dans la ville, qui vous permettent de repérer les commerces qui vous intéressent, de repérer les offres de restaurants, c'est déjà le cas aujourd'hui, ça va se développer à chaque moment de votre vie. Et puis une civilisation de l'immédiateté. Alors ça, c'est un point sur lequel j'aimerais insister parce que vous avez des tas de commerces, y compris en ligne, j'aurais même tendance à dire surtout en ligne, qui vous proposent des délais invraisemblables, a fortiori quand vous êtes dans un achat d'impulsion et d'envie immédiate. Ça, c'est totalement incompatible. Et on dit que la guerre de demain, notamment sur le net, c'est le délai. Le délai de réactivité, quand on vous demande une information, le délai de devis, lorsqu'on vous demande une étude de prix, le délai de fourniture des produits, évidemment, et le délai de réactivité au niveau du service après-vente, encore. Donc vous comprenez que rien que sur ce point, les enjeux sont considérables pour performer. Sachant que les jeunes, aujourd'hui, on les a habitués, là aussi, à avoir tout de suite. Également, une civilisation de la facilité. On ne veut plus avoir l'obligation de lire un bottin pour comprendre comment ça fonctionne. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le grand enjeu vis-à-vis des technologies, c'est la simplicité d'accès. Vous avez chez vous, aujourd'hui, jusqu'à 13 télécommandes, si vous comptez bien. C'est bien sûr les télés, c'est les chaînes IFI, mais c'est aussi la lumière, c'est la sécurité, c'est le chauffage, ce sont les volets, etc. Et à chaque fois, vous avez un instrument avec des tas de touches que vous n'utilisez pas. Ça ne concerne que l'ingénieur qui les a créés. Jusqu'à quand? Comme vous êtes poli et que vous êtes bien élevé, vous ne vous regimbez pas. Moi, je vous invite à vous regimber, à revendiquer la simplification de ces choses-là. Le problème, c'est que simplifier ces usages, c'est complexe. Parce que derrière une touche, dorénavant, vous pourrez avoir 10 ou 12 fonctions en ligne qui correspondent à votre logique mentale. Donc, vous pensez bien que ce n'est pas simple. Mais ce n'est pas pour ça qu'il ne faut pas le faire. Et bien évidemment, demain, ce sera un écran tactile qui réunira toutes vos télécommandes avec un langage picto qui sera compris par un asiatique, par un arabe ou un occidental sans problème, qu'il ait 8 ans ou qu'il ait 67 ans. Civilisation mixte. Nous sommes métissés. Les jeunes voyagent de plus en plus. Vous voyagez de plus en plus et c'est un atout fantastique, notamment culturellement, puisque quand on est dans le commerce, notamment, chercher des thématiques pour développer des concepts, c'est à partir de cultures mixées. Civilisation du confort, ça c'est notre responsabilité à nous, parents post-68 qui ont surprotégé les générations qui montent, en les élevant dans la liberté de penser, mais aussi la liberté d'expression, et qui sont jeunes de plus longtemps avec le phénomène Tanguy, vous savez qu'ils font des études plus longues, et ils souhaitent être protégés. Mais aussi une civilisation angoissée. À chaque fois qu'on vous parle d'une maladie ou d'un problème alimentaire, tout le monde se réfugie dans son réfrigérateur pour vérifier si on a bien conservé les choses. Regardez le gaspillage qui est créé uniquement par les dates de péremption sur les aliments que vous achetez quotidiennement dans les supermarchés. C'est une vraie gabegie, c'est un véritable scandale. Donc, mais tout ça parce qu'on est inquiet des maladies qui peuvent survenir, notamment les fameuses maladies orphelines, etc. Mais c'est aussi au niveau de l'hygiène. Si vous contrôliez avec une loupe binoculaire vos oreillers, vos couettes à la sortie de l'hiver, vous verriez que vous avez un nombre incommensurable de locataires à la maison. Cette santé, elle se veut holistique, c'est-à-dire aussi bien la santé mentale, mais la santé du corps. On ne supporte pas de vieillir, car on va vivre de plus en plus longtemps. Une jeune fille qui naît aujourd'hui a 80% de chances de vivre plus de 100 ans. Et ça ne cesse d'augmenter. Jusqu'à quand, je ne sais pas vous le dire, mais en tous les cas, c'est en ce sens. Et bien évidemment, il y a une sorte de tyrannie ambientale du fait qu'on fait des courses à l'antiride, etc. Et ça concerne aussi bien les hommes que les femmes. Terminez, messieurs, de piquer sournoisement dans les crèmes dans les peaux de vos épouses. Aujourd'hui, L'Oréal fait sa croissance sur les produits pour mecs et il y a des lignes de produits dans toutes les marques.
L'activité sportive, vous savez que dans une entreprise, on ne supporte pas que les gens tombent malades, hein, même si dans certaines entreprises, il y a des absentéismes, mais en tous les cas, c'est pas forcément... Donc là aussi, il faut bien s'entretenir. Et puis, un confort qui n'est pas celui de la génération qui a reçu une éducation du 19e siècle. Nous sommes face à une génération montante que j'ai intitulée dans un ouvrage écrit il y a 10 ans, La génération vautrée, notamment sous l'influence de l'outil multimédia, puisque vous avez vu que ces grands légumes s'assoient comme ça pour utiliser leur tablette ou autre instrument numérique que Michel Serres a appelé la génération petite poussette. Et donc aujourd'hui, ils se mettent dans des coussins sur leur matelas ou par terre. Et quand ils sont au bureau, ils cassent leur fauteuil de bureau parce que ils mettent les pieds sur le bureau et les fauteuils ne sont pas adaptés à cette façon d'être. C'est bien la finalité quand même de la création que d'améliorer le confort, le bien-être et le plaisir des gens, n'est-ce pas? Je ne vois pas pourquoi on le contraindrait en sachant que morphologiquement, ils ont évolué. Petit rappel, on a pris 7 cm de plus que nos grands-parents. Aujourd'hui, la génération mâle des adolescents en fin de croissance, pour 10% d'entre eux, mesure plus d'1,90 m. Donc, vous vous doutez bien que si on n'avait pas adapté les choses, ce n'est pas vrai pour tout. En Hollande, pas loin d'ici, on a décrété qu'en architecture, on rehaussait les portes à 1,80 m parce que sinon, les jeunes se buteraient la tête. Mais si vous voyez ces grands de 2 mètres dans le TGV à 2 étages, il fait le ménage en se déplaçant pour aller aux toilettes. La génération de l'obésité qui se renforce avec la malbouffe, c'est donc un phénomène qui nous atteint aussi en Europe après les États-Unis. Et puis une génération de vieux qui ne veulent pas vieillir. Vous savez qu'en France, 50% de la population aura plus de 60 ans à horizon de 2030-2050. C'est pour les hommes politiques un enjeu considérable pour parler d'avenir face à une population électeur qui va plutôt être réactionnaire. Donc, vous imaginez, les jeunes ont intérêt à être forts. En tous les cas, pour ce qui concerne le sujet d'aujourd'hui, c'est une population qui a besoin d'être surveillée à distance. Donc, tout ce qui est assistance à domicile avec des objets connectés, bien évidemment, va se développer. C'est permettre à distance d'ouvrir des portes, de gérer la livraison de colis vis-à-vis de personnes qui vivent seules et qui veulent être surveillées. Mais c'est vrai aussi pour les enfants en bas âge. Vous savez qu'aujourd'hui, les jeunes parents ont une angoisse de l'apnée du sommeil et autres questions de ce genre. Et donc, vous avez déjà des instruments qui permettent de surveiller à distance ces enfants. Et puis, une civilisation de l'individu. On s'aime beaucoup individuellement. Chacun est différent. Il n'existe pas de français moyen, sauf en statistique. Et quand on est dans le commerce, eh bien, chaque client est roi, vous le savez très bien. Et on doit développer la personnalisation parce qu'on n'a pas envie de ressembler à celui d'à côté. Vous avez pu remarquer d'ailleurs qu'au niveau des cahiers de tendance, c'est terminé d'avoir des grands mots d'ordre. Moi, j'ai connu dans les années 70 un hiver où on a dit « les femmes seront en manteau long prune » dans les années 72-73. Effectivement, dans les rues de Lille ou de Paris, toutes les femmes étaient en manteau prune. Aujourd'hui, ça ne pourrait pas se faire. Chacun choisit en fonction de son intérêt, de son profil. Alors, comment on fait pour intégrer tout cela dans la distribution? Si on prend l'historique de la distribution depuis l'origine, enfin, on va dire d'après-guerre, eh bien, la distribution, par essence, a évolué en fonction des façons d'être de la population. On a créé des grands hypermarchés en périphérie de ville parce qu'on a développé le mass market et qu'on voulait que tout le monde accède au plus grand nombre d'offres de façon facile. Et c'était l'époque de la voiture, donc on avait des grands parkings à l'extérieur des villes. Bon, ça s'est spécialisé de plus en plus avec des magasins tellement spécifiques par produit, avec des filières verticales de la production à la distribution, où on disait vous avez besoin de ça, vous allez à tel endroit et vous aurez le choix pour ce besoin. Ce qu'on appelle un marketing couverture de besoins. Aujourd'hui, on est gavé d'offres, si vous regardez bien. On a largement plus que nécessaire, a fortiori dans un contexte concurrentiel pléthorique et dans une ambiance de consommation qui est plutôt à l'inverse de l'hyperconsommation. Aujourd'hui, les gens, du fait de la crise, ont appris à moins consommer et s'en portent pas plus mal. Donc, ensuite, on a eu, dans les années 70-80, ce développement de concept store, notamment sous l'impulsion des chaînes de distribution vestimentaire, qui ont compris qu'on ne couvrait plus le besoin. Et donc, le concept Pantashop, par exemple, est mort au profit d'enseignes panoplie vestimentaire avec une offre transversale qui se sont ensuite développées plus sur le mode de vie, c'est-à-dire qu'on trouvait dans ces magasins
pas seulement des produits qui couvraient des besoins, mais un état d'esprit, une façon de vivre à laquelle on adhérait. Et ces magasins devenaient plus des lieux d'inspiration que des lieux d'achat. Et puis aujourd'hui, eh bien, on va trouver donc le e-commerce. Le e-commerce qui présente l'avantage d'avoir un multi-choix, c'est-à-dire un catalogage extrêmement large, parce qu'on s'aperçoit que dans certains magasins, on ne trouve pas ce que l'on recherche, qu'on a vu dans les magazines ou dans des journaux télévisés, qui permet de comparer l'offre. Et les offres, vous savez que même ceux qui ont de l'argent aujourd'hui comparent énormément les prix. Et donc aujourd'hui, d'où le succès des comparateurs de prix sur Internet. C'est l'accessibilité directe, normalement, sauf à l'exception du délai. Et on s'attend à ce que ça facilite l'accès à cette offre, que la personnalisation soit importante, qu'on puisse simuler certains achats qui sont très impliquants, notamment au niveau, par exemple, de l'aménagement intérieur, le prix au passage, et puis surtout les services. Et demain, eh bien demain, alors oui, des chiffres quand même, parce qu'on peut se dire, il parle du e-commerce, ça va tout ramasser. Bien non, regardez les chiffres. Ça ne représente que 51 milliards d'euros. C'est-à-dire, bon, c'est pas tout le commerce, et tant mieux. Et moi, ce qui m'a interpellé quand j'ai analysé ces chiffres, c'est que vous avez quand même, sur le nombre de sites existants, des chiffres d'affaires qui sont très bas. Et d'ailleurs, quand on vous parle de création de sites Internet, attention, il y en a autant qui se créent, autant qui meurent. Parce que justement, ce n'est pas si simple. Ce à quoi je crois le plus, c'est... Alors oui, les chiffres, ça c'est juste au passage, mais je suppose que vous connaissez ces chiffres. Quels sont les principaux produits qui sont concernés par le net? Le voyage, le service, les produits culturels, l'habillement. Et dès que vous passez dans des comment dirais-je, achats plus conséquents ou plus impliquants, c'est moins évident, notamment l'équipement de la maison ou l'équipement auto, parce qu'on a besoin malgré tout de les voir, de les toucher, de vérifier si ils correspondent à vos besoins. Alors demain, eh bien, il faut s'attendre à ce qu'il y ait une combinaison des deux. Moi, je crois que, et j'en ai discuté avec plusieurs spécialistes, participé à différents congrès sur le sujet, indiscutablement, le e-commerce a de l'avenir à condition d'avoir à un moment ou à un autre pignon sur rue. Et de même que le commerce a évidemment de l'avenir s'il additionne à sa méthode traditionnelle de commerce ses outils. Alors, en fait, si vous voulez, on est face à un consommateur qui est multicanal, qui viendra dans un point de vente parce que ça lui fait plaisir. Je rappelais tout à l'heure à un journaliste qui m'interviewait que nous sommes un peuple de shoppers depuis le Moyen-Âge, depuis que le commerce est sédentarisé, à l'inverse des pays anglo-saxons qui, eux, sont beaucoup plus habitués que nous à acheter à distance. Il faut savoir que même à l'époque de la vente par correspondance, et on est dans une région qui était évidemment très spécialisée dans ce domaine, les Anglais et les Américains ont toujours eu des chiffres du double en termes de vente par correspondance, parce que depuis qu'ils ont conquis l'Ouest ou conquis des territoires lointains en tant qu'insulaires, ils ont acheté sur catalogue au travers des drugstores et ils ont été livrés de loin des produits qu'ils voulaient acheter. Nous, on a toujours eu tout à proximité, autour de la place, du village, puis les boutiques, etc. Et je rappelle en même temps que nous sommes le pays qui a le plus grand nombre de mètres carrés par tête d'habitant de commerce. Il faut se poser la question. Alors aujourd'hui, il y a peut-être dans certaines spécialités un peu trop, ça va s'ajuster, mais le fait est que la traditionnelle lèche-vitrine a de beaux jours. Maintenant, la vitrine, c'est plus comme avant, elle peut s'animer, elle doit, vous le verrez, être tactile, être interphasée avec le consommateur. Et puis, eh bien, je viens dans le point de vente pour certaines choses, je reste chez moi pour confirmer via Internet pour autre chose. Et c'est sur là-dessus qu'il faut jouer. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut toujours, en tant que commerçant, faciliter l'accès à l'offre. Ce n'est pas toujours le cas aujourd'hui. Combien de fois vous arrivez dans un point de vente en disant « j'aimerais bien voir telle chose ». Ah, désolé, il faut que je le commande, donc vous attendez encore 3 semaines. Puis quand vous confirmez votre commande, vous dites « ah, c'est 6 ou 8 semaines pour l'avoir ». Vous comprenez bien que quand c'est un achat d'impulsion et d'envie, ça ne le fait pas, vous avez le temps de réfléchir et comme la loi Scrivener vous l'autorise, en 10 jours, vous avez le temps de revenir sur votre achat pour faire autre chose. Bon, la personnalisation, j'en ai déjà parlé, il faut insister sur ce cas-là. La simulation, on va y revenir.
l'essayage à domicile, le prix bien sûr, la livraison rapide et le service en ligne à domicile. Vous avez entendu comme moi ce matin, Darty a annoncé que vous pouviez accéder maintenant à un nouveau service qu'il lance, d'un patch sur les appareils électroménagers qu'il livre. S'il tombe en panne, vous appuyez sur cet objet connecté, il vous appelle dans les 3 minutes, c'est leur engagement de service, et s'il y a nécessité, il vous dépanne dans les quelques heures qui viennent. Et ça, c'est grâce à ces nouvelles technologies qu'ils pourront le faire. C'est un engagement hyper important, vous en doutez bien, dans un climat concurrentiel énorme. Alors, demain, eh bien, voilà, premier magasin Adidas, interconnecté, vous pouvez choisir vos chaussures, vos équipements, et puis ensuite les essayer si vous le souhaitez. Mais vous connaissez le barrage de la vitrine, enfin les joailliers le connaissent bien. On avait déjà créé des concepts comme les centuriales pour faire en sorte que les gens rentrent dans l'espace vente, se fassent en sorte comme dans une nasse un peu piégée dans leur cheminement. Et bon, aujourd'hui, c'est l'interpellation du public par la vitrine qui est une vitrine interactive. La FNAC a fait une expérience aussi rue de Rennes où vous pouviez donc choisir vos produits directement dans la rue avant de rentrer pour les confirmer. Il y a des expérimentations comme ici avec une librairie, donc c'était à Dublin en Irlande, première boutique virtuelle de livres. Donc vous choisissez vos ouvrages et puis vous rentrez chez vous, vous les commandez par Internet pour être livrés immédiatement. Ici, un restaurant que j'ai découvert à Londres il y a quelques semaines, qui est un restaurant à Covent Garden, où vous pouvez choisir votre nappe virtuelle, vous pouvez choisir votre menu directement sur la table, et à la fin, vous pouvez, pendant votre repas, voir ce que le chef prépare en cuisine, et vous pouvez régler, bien sûr, l'addition sans attendre, directement sur la table avec votre carte bancaire. Vous imaginez demain les restaurants en France où on attend parfois assez longtemps le serveur pour vous verser ne serait-ce qu'un premier verre d'eau, bien là, directement, vous commanderez à la cuisine et vous serez servi plus rapidement. Et des applications comme celle-ci, on va en trouver sur les bars, on va en trouver sur les tables, dans le milieu domestique, et partout où c'est possible et utile. Ici, une expérimentation dans une gare à Pardieu et à la gare du Nord de Paris, où pour quelqu'un qui rentre chez lui après l'heure de fermeture des points de vente, on peut choisir des produits de première nécessité et se faire livrer dans l'heure avant de rentrer chez soi. Donc c'est une expérimentation qui est en cours et qui va se développer, il faut bien reconnaître. L'essayage virtuel, aujourd'hui on peut essayer des coiffures, des lunettes, du maquillage, du vêtement. Demain on pourra choisir d'autres éléments comme le mobilier, des simulations avec votre propre pièce. Vous pourrez faire des montages entre l'offre qui vous est proposée, votre pièce, et vérifier si ça correspond bien sûr aux dimensions qui sont disponibles, mais aussi à votre goût. Et il faut reconnaître que par rapport à un achat aussi impliquant que du mobilier, c'est évidemment un atout considérable. L'aide au choix aussi, c'est l'idée du catalogue, un catalogue animé qui permet en live de vérifier comment s'exprime un produit dans l'espace et de le commander immédiatement si ça vous plaît pour chez vous. Et puis, des éléments d'information sur vous-même. Voilà la carte de visite de demain. Demain, vous aurez cette carte de visite. C'est une entreprise française qui l'a créée. Vous pourrez patcher cette carte de visite et vous aurez dans votre smartphone le CV de la personne qui vous a donné sa carte de visite, ce qu'il a pu réaliser. S'il est architecte d'intérieur, il peut vous montrer différents chantiers, son CV et ce qu'il a fait. Voilà. Et par extension, ce même système peut, sur une étiquette, vous raconter l'histoire de votre produit. Vous avez pu remarquer à quel point certains produits sont peu bavards, comme on dit en marketing. C'est-à-dire, on ne sait pas d'où ils viennent, on ne sait pas comment ils ont été faits, on ne sait pas comment il faut les entretenir. Or, ça intéresse beaucoup les gens. Et bien souvent, c'est un argumentaire qui permet d'étayer un prix. Si vous n'argumentez pas un produit, qu'est-ce qu'on vous demande? Une remise.
plus vous argumentez un produit, notamment quand on explique combien de temps il a fallu pour le réaliser, les gens sont moins susceptibles de vous demander une remise. Donc, intéressez-vous à ça, ça vient de sortir, ça peut rapporter gros. La distribution, c'est face à la concurrence un outil qui doit bouger en permanence. Et tout à l'heure, on parlait de design. Aujourd'hui, le design est de plus en plus impliqué, et l'architecture, bien sûr, dans la refonte des points de vente et des hôtels, des restaurants. Regardez, par exemple, dans l'hôtellerie, 50% du parc, c'est privé par rapport aux grands groupes comme Accor et autres. Et vous avez vu qu'aujourd'hui, on parle de boutique hôtel ou de design hôtel. C'est une chance fantastique pour les indépendants qui ont un établissement ou deux pour se distinguer des grandes chaînes et pour se distinguer de leurs concurrents. Alors, le renouvellement, il va s'accélérer de plus en plus parce que les gens, même dans les hôtels de luxe, par exemple, ou dans les points de vente de luxe, n'admettent pas de voir toujours la même chose. C'est une chance fantastique. Et quand on parlait de théâtralisation, bien évidemment, toutes les nouvelles technologies qui vont pouvoir être intégrées dans les points de vente vont y contribuer. Aujourd'hui, on ne fait plus des murs traditionnels, mais on va faire des murs animés entre ces nouvelles technologies et la lumière qui devient animée, qui peut changer. Alors, je vous ai fait un panorama un peu mondial des points de vente que j'ai pu voir, puisque j'ai la chance dans mon job de visiter entre 20 et 25 événements du design partout dans le monde chaque année depuis 20 ans. Et je vous ai fait un panégyrique des points de vente de différentes natures et vous allez voir la diversité que ça représente entre des immeubles dédiés aux marques qui sont de... Vous savez que le magasin Vuitton à Paris, c'est le deuxième lieu visité par les touristes étrangers après la Tour Eiffel. Et ce sont des lieux magiques comme ici l'immeuble Prada à Tokyo, je ne sais pas si certains le connaissent, mais qui sont de véritables repères dans la ville. Et vous voyez qu'en Chine, on n'a pas peur. Alors, vous me direz, ici à Lille, on vous interdirait de faire une chose pareille parce qu'on n'aurait pas l'autorisation de la mairie. Mais quand on peut le faire... Non, on peut le faire? Non, on ne peut pas le faire. On peut pas le faire. Confirmé. Bon, ça, c'est à Shanghai. Vous voyez qu'on y va. Le temple de la marque. Ici, l'immeuble Apple à New York, qui est une véritable institution où vous avez une salle de démonstration phénoménale sur la 5e avenue. Et quand on parlait aussi de virtuel, eh bien, vous avez le Taj Mahal de M&M's à New York avec un mur d'images à l'extérieur qui est constamment animé pour attirer le public. Ici, l'immeuble Dior à Tokyo. Alors, il faut savoir que nos marques de luxe, en fait, ont des immeubles points de vente, j'appelle ça immeubles points de vente, plus importants à l'étranger, comme par exemple au Japon ou en Chine qu'à Paris. Parce qu'ils le peuvent. Et il faut savoir que dans un immeuble comme celui-ci, vous avez bien sûr un point de vente, mais vous avez aussi une galerie d'exposition au dernier étage, un restaurant, etc. Enfin, c'est un lieu de vie, carrément. Voilà, d'autres exemples avec Hugo Boss. Ici, un superbe lieu, toujours à Tokyo, comme des garçons, qui est un lieu magique au niveau architectural. Vous voyez que, bien évidemment, nos architectes ou designers utilisent les dernières technologies ou les derniers matériaux pour ce genre de points de vente. Les succursales, donc, qui montrent que les marques de producteurs prennent pignon sur rue, ça c'est assez récent, et c'est une chance pour beaucoup de secteurs d'activité pour redynamiser le commerce, surtout pour des entreprises qui n'ont pas accès direct avec l'usager, ou qui font appel, comme RBC à Montpellier, aux grands noms du design comme Philippe Starck, Jean Nouvel, pour des lieux qui sont des lieux de vie dans lesquels vous avez une offre à vendre, mais aussi un restaurant, une librairie. Vous savez que, par exemple, quand j'étais chez Habitat, puisque j'étais directeur marketing international d'Habitat avant de prendre mes fonctions actuelles, je vendais plus de livres sur la décoration que la FNAC. Parce que les gens qui venaient chez Habitat étaient prédisposés à ce sujet, donc ils étaient automatiquement. On vend plus de livres sur le vin chez Nicolas qu'à la FNAC. Donc, par spécialité, il ne faut pas hésiter à additionner de la lecture. Là aussi, les idées reçues, quand vous entendez des gens vous dire « c'est la génération zéro papier », c'est faux. On n'a jamais édité qu'aujourd'hui. Vous avez chez les libraires 300 titres qui apparaissent chaque mois et en septembre 600. Et pour un homme politique, de toute manière, s'il veut asseoir sa notoriété et son statut, il faut qu'il écrive un ouvrage. Ce n'est pas toujours lui qui l'a écrit, mais en tous les cas, ça place son homme.
Donc on a un bel avenir pour les bouquins. Les concept stores, là vous pouvez y aller, c'est dans le sens de l'histoire, c'est Colette à Paris qui a initié, mais c'est Merci. Dans toutes les grandes métropoles du monde, il y a ce type de point de vente où vous trouvez tout, du vêtement, de l'art de la table, des gadgets, de la connaissance. Et les gens adorent cela parce que ça les inspire au niveau de leur façon d'être. Et on peut les cibler sur les jeunes comme FAO Schwartz, qui est un temple pour les enfants à New York. Les thématiques qui peuvent être très pointues, c'est les thématiques alimentaires, bien évidemment. Alors là, on peut y aller franchement. Mais c'est aussi particulier, comme par exemple ici, cette chaîne de points de vente pour toilettage de chiens à Tokyo, d'une vraie folie. Vous avez un linéaire de nourriture absolument impressionnant. C'est un supermarché pour chiens. Vous avez un centre de toilettage où on peut vous teindre votre chien à la couleur des cheveux de madame. Ah bah oui, c'est assez décadent, je vous l'accorde. Mais ça marche. Ça coûte la peau du dos. Mais les femmes japonaises sont ravies dans le parc qui est à côté de discuter avec leurs copines du toilettage de leur chihuahua ou de leur caniche nain. C'est une thématique sur le cachemire de toutes les couleurs. C'est pour ceux qui sont fanats de bagnole, la thématique du garage et de l'automobile, du petit bébé jusqu'à l'adulte. C'est des thèmes aventure. On a beaucoup en Amérique du Sud notamment, curieusement. Et puis des magasins spectacles de plus en plus théâtralisés. Vous avez tous fréquenté Abercrombie. Vous avez pu remarquer que les nanas sont quand même accros quand elles voient ces mecs. Bon, c'est du t-shirt, enfin c'est du sweatshirt, mais il se passe quelque chose dans ce point de vente. Et donc, c'est un théâtre. Le point de vente est un théâtre. Il doit toujours s'y passer quelque chose. On doit animer ce lieu. Et puis, on peut le détourner en faisant un choix de lieu détourné comme une église. J'ai été dans un hôtel récemment à Nantes qui est inscrit dans une ancienne chapelle. C'est assez étonnant. Bon, par exemple, ça peut être une friche industrielle, ça peut être d'autres lieux. Et ça peut être aussi très intimiste comme des appartements, de vrais appartements où on a l'impression d'être chez soi. Par exemple, dans ce lieu, au Japon, on vous demande de vous déchausser pour rentrer dans la maison. Et ce n'est qu'un magasin de vêtements et d'objets de décoration. Mais c'est comme chez les Japonais, vous vous déchaussez, vous êtes mis en condition immédiate. Plus chicos, Ralph Lauren, voilà, d'autres lieux très très emblématiques de ce thème d'appartement. Et puis l'atelier, bon, l'esprit loft a toujours monnaie courante, il y en a ici d'ailleurs. Le fun shopping, où il se passe des expériences assez étonnantes, comme ici chez Adidas à droite, où vous avez un barbier, coiffeur. Et puis les magasins de distributeurs, alors eux qui donnent sur l'efficacité et l'immédiateté, vous avez pu remarquer que le commerce de proximité se développait de plus en plus, y compris sous les enseignes de grands distributeurs hyper et super. Et on peut distribuer des choses assez étonnantes, comme vous voyez ce distributeur de Smart qui a été expérimenté. C'est-à-dire que vous pourriez acheter votre auto directement sans passer par le truchement d'un garage, pourquoi pas. Les grands magasins et centres commerciaux, alors eux qui ont un double enjeu, c'est bien évidemment non seulement d'animer le commerce, mais d'animer aussi les espaces de circulation, puisque là encore, la responsabilité d'un organisateur ou d'un gestionnaire de centre commercial, c'est de faire en sorte que ce soit toujours une ambiance festive, quelle que soit la saison. Et les lieux éphémères, qui vont se développer de plus en plus, n'en déplaise à certains commerçants qui se plaignent de ce genre de choses. Le nomade. Alors là, oui, ce que je vous ai montré ici, c'est en fait un concept qui a été implanté à New York, à Tokyo, pardon, dans un lieu complètement éphémère, qui a duré 3 mois et qui a ensuite été relayé sur Internet et qui allait de la voiture jusqu'aux vêtements, passant par les produits alimentaires. Aujourd'hui, c'est disponible sur le net. Et le nomadisme, donc aujourd'hui, on parle beaucoup de truck shop, aussi bien dans l'alimentaire que dans d'autres domaines, comme le vêtement. Ce sont des boutiques camions qui s'arrêtent sur les parkings d'entreprises et qui, donc, ponctuellement, vont vendre différentes choses en prenant rendez-vous. Et c'est très, très actif. Ça se développe de plus en plus aujourd'hui en France comme dans les autres pays d'Europe. Et puis les pop shops qui sont aussi là d'autres lieux éphémères.
Vous avez par exemple le magasin Prada en face des Champs-Élysées qui n'existe plus, qui a été donc aménagé pendant ces travaux. Et là aussi, il faut reconnaître que lorsque vous faites des travaux, ben, il faut rendre le lieu très attractif et festif. Et les transculturels, sur un plan international, bon, vous les connaissez, sont les grandes chambres, les grandes enseignes internationales qui inondent le monde, non pas sans s'adapter. Il faut savoir que, par exemple, McDonald's au Japon a été refusé dans un premier temps. Ils ont adapté leur offre, ils ont adapté leur look. C'est terminé d'imposer d'une façon tyrannique et une identité visuelle, par exemple, et qu'il y a une obligation d'adapter son commerce à la culture des pays dans lesquels on s'implante. Et toujours de beaux jours pour le minimalisme, bien sûr, dans certains cas, qui peut aller assez loin d'ailleurs. Les nouveaux baroques qui favorisent la théâtralisation. On peut se permettre des choses dans un lieu de vente ou dans un hôtel qu'on ne ferait pas à domicile, vous vous en doutez bien. Et la théâtralisation est toujours étonnante pour le public, même s'il ne va pas le reproduire chez lui. Dans l'hôtellerie, d'ailleurs, le grand phénomène d'évolution, c'est l'expérimentation. Vous savez que pendant des années, on a fait des chaînes hôtelières qui reproduisaient la façon d'être chez soi. Donc, quand on n'avait pas d'argent, on était dans un bas de gamme, et après, on avait Novotel pour les cadres et ensuite le luxe. Aujourd'hui, ben, on zappe, et en fait, c'est l'expérimentation qui compte. Les rationnels, ça, c'est le commerce très efficace, une offre très classée, très organisée, très dense, immédiatement disponible. Ça fonctionne toujours. Les mégastores, et puis les classiques intemporels, notamment dans la restauration. Bon chic, bon genre, un chic français à l'international. Et les traditionnels, j'ai découvert ici un magasin que je trouve magique, c'est l'Huisterie, c'est ça extraordinaire, là, dans le centre-ville, dans le Vieux-Lille. L'Huîtrière, peut-être. Ah oui, L'Huîtrière. J'ai dit L'Huîtrier. Magasin, restaurant, lieu de vie, j'ai trouvé ça, sociabilité. Ça, faut surtout pas le casser. Hein. Et ça peut aller jusqu'au kitsch. Ici, vous avez en Chine un magnifique magasin Barbie, pas seulement pour les petites filles. Et donc pour les grands garçons aussi. Pour les grands garçons aussi. Alors, pour conclure, vous aurez compris que je ne suis pas morose. Au contraire, je pense que le commerce a bien de l'avenir. Maintenant, vous aurez compris qu'il n'y a pas une seule tendance au travers de ces exemples, il y en a de multitudes, et vous pouvez inventer la vôtre, à condition bien sûr d'impacter un public suffisant pour qu'il adhère à votre parti pris. Il n'y a pas de mouvement, mais des mouvements culturels, et j'ai parlé de métissage culturel. Servez-vous de vos propres connaissances pour inventer des histoires. Les gens adorent qu'on leur raconte de vraies histoires, et le commerce est là pour ça. Il n'y a pas une réponse, mais une course effrénée à la conquête de nouveaux marchés. Et il n'y a pas de concept, mais des concepts pour donner envie, toujours envie. Et il n'y a pas un seul canal, mais vous aurez compris, de multiples canaux. Et il faut que vous en jouiez. Ils sont tous complémentaires. Ils ne doivent pas être considérés comme concurrents. Et tout cela développe un champ de créativité énorme pour les architectes ou les designers, bien évidemment. Je peux répondre à vos questions si vous le souhaitez. Alors, il nous reste, on est très très large, on a au moins 3 minutes. Donc 3 minutes, c'est en gros 2 questions qu'on va prendre à la volée. Mesdames et messieurs, d'abord, je crois qu'on peut remercier et applaudir Gérard Lézé pour ce magnifique voyage en terre de théâtralisation. Eh bien, 2 questions, 3 minutes, c'est parti, mesdames et messieurs. La première étant souvent la plus difficile à poser. Meine Damen und Herren, allez. Bien, les élus nous aident. Merci de nous aider à lancer le débat. Merci Monsieur Lézé pour votre conférence qui nous a vraiment éclairé sur une perspective d'avenir et déjà de la réalité aujourd'hui. Selon vous, quelle sera la place du design et comment avoir une approche pour les commerçants, une approche design? C'est-à-dire comment aller chercher le designer, comment établir une relation entre le designer et je dirais la surface, le volume de vente qui sera mis en scène. Alors vous savez, le design c'est multifacette, c'est une discipline très large et on ne fait de bon design que sur la base d'un bon cahier des charges. Donc dans un premier temps, je dirais, un commerçant comme un chef d'entreprise doit savoir ce qu'il veut. Donc il y a un travail de réflexion amont qui consiste à dire j'ai un projet. Ce projet, il a une finalité qui est de conquérir une clientèle, de faire en sorte que je me développe économiquement. Pas seulement faire genre, faire beau, parce que ça, c'est pas suffisant. C'est bien, mais c'est pas suffisant.
Alors, c'est pour ça qu'on passe beaucoup de temps, en ce qui nous concerne, à établir une relation avec le chef d'entreprise pour établir ce cahier des charges. Beaucoup ne savent pas où ils vont. De la même façon que le deuxième préalable, c'est de respecter ses valeurs identitaires. On ne vient pas de nulle part. Une entreprise qui existe, qui a pignon sur rue depuis des années, ne peut pas être traitée de la même façon que quelqu'un qui ouvre maintenant. Donc, et bien souvent, là encore, le chef d'entreprise ne se voit plus. Quand on lui dit « définissez-vous », il est paniqué. Et donc, notre rôle, c'est d'avoir un effet miroir, de dire « mais nous, on pense que, est-ce que vous êtes d'accord ?» Et ces valeurs identitaires, elles sont inscrites dans le cahier des charges, ce sont des choses qui sont incontournables pour un designer. Un bon designer travaille sous contrainte. Michel-Ange disait, c'est pas moi, la liberté entraîne la médiocrité. La contrainte entraîne l'efficacité. D'accord ? C'est moi qui le dis, c'était Michel-Ange, et Dieu sait s'il a subi des papes qui savaient ce qu'il devait faire. Il a refait 2 fois la chapelle Sixtine, je vous dirais au passage. Bon. Donc, ça, c'est la base. Ensuite, le designer, il peut intervenir à plein d'échelons. Il peut intervenir, bien évidemment, sur l'aménagement intérieur, sur les circulations, sur l'optimisation ergonomique du lieu. Parce que c'est ça qui est important. Dieu sait si le mètre carré de commerce est cher. Bon, donc on doit l'optimiser. Et ça veut dire qu'il faut optimiser verticalement le maximum de choses entre ce qui est indispensable d'appréhender tous les jours et ce qui est du domaine, entre guillemets, du stockage. Ensuite, il faut que les clients circulent facilement et comprennent tout facilement et accèdent à l'information facilement. Donc, vous voyez bien qu'avant même de faire beau, il y a des enjeux fonctionnels. Et ensuite, bien évidemment, et ça contribue à la distinction d'un établissement par rapport à un autre, il faut qu'il ait un look différent. Le design doit être différenciant et impactant dans l'époque. Merci. Une dernière question, si possible courte, et une réponse courte, ce qui nous permettra d'être parfaitement dans le timing que nous nous sommes imposés. Monsieur Lézé, on a déjà répondu en partie. Et des commerçants n'ont pas toujours la possibilité de faire appel à un designer. Mais si avec quelques recommandations par rapport à toutes ces tendances qu'on a vues, qui sont des tendances actuelles, comment on peut se saisir de ça pour aujourd'hui renouveler son point de vente? Et quelles sont les astuces, s'il y en a, pour donner envie aux commerçants d'aller plus loin dans l'évolution de leur boutique? Et effectivement, pensez également connectique, puisqu'on a vu que tout à l'heure que les nouvelles générations seront connectées. Donc il faut que les boutiques le soient également. La base d'un projet innovant, c'est ce qu'on appelle le benchmark, c'est-à-dire de regarder ce qui existe. Alors regarder ce qui existe, c'est regarder ce qui existe dans son domaine, dans d'autres domaines, car on peut opérer des transferts qui vous semblent pertinents. Et bien évidemment, repérer tout ce qui est dans l'époque. Bon, alors les nouvelles technologies, bien évidemment, celui qui ne prend pas connaissance et qui ne s'intéresse pas à cela, il va perdre du terrain par rapport aux autres. Vous savez, c'est le premier qui tire qui a raison dans l'époque. Et vous aurez remarqué que ça va de plus en plus vite. Donc le commerce, qui est un outil d'adaptation par essence depuis la nuit des temps, je veux dire, un commerçant doit être toujours au haut de la crête de la vague. Il ne doit jamais être... Mais pour y être, il peut être aussi suiveur, c'est-à-dire qu'on ne lui demande pas d'être toujours leader. Et donc, s'il est un bon observateur, déjà, il peut avancer. Ensuite, je dirais qu'un designer n'est pas cher. Un architecte, ce n'est pas une économie qu'il faut faire. Il vaut mieux faire une économie sur autre chose que sur ça. Mais à condition, bien évidemment, de le coacher valablement. Si vous donnez à un designer ou un architecte, bon, j'ai un projet, en gros, faites ce que vous voulez, lui va se faire plaisir. Si au contraire, vous savez déjà ce que vous voulez, quelles sont les limites, quel est votre budget, parce que combien de fois j'ai un commerçant ou un patron d'entreprise qui donne à faire quelque chose à un designer ou à un architecte sans budget. C'est une folie. Tout le monde est frustré puisque au final, vous rendez votre copie et dites « Ah ben non, je ne peux pas le faire ». Tout le monde est déçu parce que ça pouvait être vachement bien, mais je n'ai pas les moyens de le faire. Alors autant dire, et je veux dire, chacun fait à sa mesure. Et vous savez, on peut faire à pas cher. Moi, je le dis. Je peux vous dire, je suis d'ailleurs le spécialiste des choses pas chères. Mais je fais travailler les compétences qui sont nécessaires.
on ne s'érige pas architecte ou designer quand on est commerçant. Commerçant, il fait du bon commerce, de même qu'un designer, il ne fait pas du commerce. Chacun son rôle. Eh ben, c'est une belle conclusion. Chacun son rôle. Merci pour cette passion, cette précision, cet enthousiasme. Mesdames et messieurs, Gérard Lézé. Allez, je ne sais pas si nos élus veulent dire un tout petit mot de conclusion, mais vraiment 25 secondes. Alain, Christian, peut-être un tout petit mot de conclusion. En tout cas, il y aura une information utile à donner. C'est l'emplacement du cocktail. Allez, venez vite me rejoindre. Christian Crindal, Alain Flippo, mesdames et messieurs. Alain Flippo, Christian Crindal. Eh bien, commerçant pratiquant, comme je dis moi-même, je sais que j'applique à la lettre votre préconisation. C'est que je voyage beaucoup, je photographie beaucoup, j'apprends des autres. J'ai l'humilité, et surtout ayez cette humilité-là, c'est d'observer les autres, d'apprendre des autres. De vous-même, vous enrichirez pas beaucoup, mais des autres, on s'enrichit beaucoup. Il n'y a pas besoin d'être le premier. Tous les grands groupes de distribution du Nord, à commencer par le groupe Mullier, n'ont fait que copier des concepts américains, mais les ont adaptés à la mentalité française. Ils ont re-raconté l'histoire et ça a marché. Donc ce qu'il faut, c'est essayer. Ce qu'il faut surtout, c'est pas vouloir figer le commerce. Vous êtes ici parce que vous êtes des commerçants innovants et ça, c'est très important. On ne peut pas arrêter le temps. On ne peut pas rester dans le commerce de papa. C'est terminé. Donc on a obligation de regarder devant. On ne conduit pas dans le rétroviseur. On conduit en regardant bien l'horizon. Et ça, c'est très important. Moi, vraiment, le conseil que je vous donne, allez voir loin, voyez loin et revenez à la maison et théâtralisez votre offre. Merci mesdames et messieurs. Alain Flippo, Chambre de commerce et d'industrie de Lille. Christian Crindal, le mot de la fin. Alors, le mot de la fin, c'est que pour ce qui me concerne, je suis à la fois ravi de cette conférence et puis elle ouvre tellement de champs et de perspectives qu'on est à la fin un peu frustré. Parce qu'on aurait presque aimé qu'on ait ici aussi un psychologue, voire un psychanalyste, et des gens qui fassent un peu miroir sur des comportements de consommateurs aujourd'hui qui posent des questions de société. Quand j'entends par exemple que des parents envisagent de mettre une puce éphéridée dans le blouson de leur enfant pour savoir partout où il sera et tout le temps, je me dis mais où est l'apprentissage de la confiance? Ça renvoie également à des sujets que vous avez évoqués. On pourrait parler de la concentration quand on voit que maintenant sur les chaînes d'information, on a 5 sources d'information sur l'écran, je ne parle pas du son, sur l'écran simultané, avec une bande en bas, un type qui parle, éventuellement qui parle à un autre qu'on ne voit plus, puisqu'on nous passe en boucle des images sur le sujet qui attirent, parce qu'il y a toujours ce que Freud appelait cette pulsion scopique, c'est-à-dire que l'œil est attiré vraiment tout le temps vers l'image. Alors quand on voit tout ce qu'on offre d'images, ça nous emmène très loin. J'ajoute quand même, pour revenir un peu au commerce, que, attention, vous avez parlé de gadgets quand vous avez commencé votre conférence, attention effectivement à ne pas se laisser embarquer sur des opérations gadgets. Et je renvoie à quelque chose qui nous ramène assez loin en arrière. On a vu et on voit encore chez certains commerçants qui pensent que c'est la grandeur de l'enseigne, je parle de l'enseigne classique, les aplats de couleurs flashy, qui fait qu'on attire le client. On voit très bien sur des linéaires, hélas aussi dans notre propre ville, que la juxtaposition de ces enseignes flashy de je ne sais combien de mètres carrés crée finalement quelque chose qui donne une impression de paupérisation, de quartier en déshérence, et c'est effectivement tout le contraire de ce qu'on attend. D'où notre travail sur les enseignes, sur les linéaires, parce que c'est le premier regard que le chaland va accorder à la rue. C'est une appréciation qualitative qu'il va lui donner. Donc voilà, ravi de cette conférence et en même temps il faudrait la prolonger sur bien des aspects parce qu'elle ouvre beaucoup de champs de discussion. Merci en tout cas. Merci mesdames et messieurs. Christian Crindal de la ville de Lille. Je l'ai évoqué au début, c'est l'heure du cocktail. Le cocktail c'est tout juste à côté. Vous levez la tête et vous apercevrez l'espace restauration VIP. C'est à cet endroit-là. C'est le pot de l'amitié. Gérard Lézé reste avec nous, les élus et vous-même mesdames et messieurs. Merci très sincèrement pour toute cette journée. Vous avez été très nombreux finalement à participer aux ateliers, etc. Ce soir, ah bah oui, vous étiez encore nombreux. En tout cas, merci pour d'avoir participé à cette deuxième édition de Commerce 360. On se quitte comme l'accoutumée en musique. À bientôt.